Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Flashback, c'est l'unique émission consacrée exclusivement à l'actualité des grands classiques du cinéma. Cette semaine, l'émission revient sur les sorties DVD Blu-ray d'avril avec un zoom tout particulier sur Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Débutons avec une copieuse sortie, celle de Phantom of the Paradise de Brian De Palma, édité chez Carlotta, qui sort en édition ultra collector le 12 avril. Film réalisé donc par le cinéaste bien connu d'Obsession et de Carrie avec William Finlay et Paul Williams. L'histoire d'un jeune compositeur qui se fait voler sa musique et mettre en prison par un producteur impitoyable qui va inaugurer le Paradise, son palais du rock. Mais ce dernier parvient à s'échapper et après avoir été défiguré et perdu sa voix, il va se venger. Alors De Palma réalise ce film après Sisters, qu'il avait fait connaître. Il s'inspire de plusieurs œuvres. Il y a d'un côté le fantôme de l'opéra, bien sûr, de Gaston Leroux, le fantôme amoureux d'une cantatrice qui hante les couloirs de l'opéra de Paris, le Faust de Goethe, évidemment, le personnage qui vend son âme au diable, et le portrait de Dorian Gray aussi, le personnage qui lui aussi vend son âme au diable pour préserver une jeunesse éternelle. De Palma demanda à Paul Williams, qui était donc compositeur déjà, d'écrire les chansons du film. Paul Williams qui joue donc l'impitoyable et l'horrible producteur Swan, chanson d'ailleurs devenue culte, un peu comme le film d'ailleurs. En revoyant Phantom of the Paradise, ce qu'on constate d'abord, c'est l'art visuel de Palma qui est déjà bien en place dès 74. L'utilisation de la caméra subjective, du split screen qui seront utilisés à profusion, parfois même un peu trop, dans les films suivants. L'univers du rock expressionniste qui était tout à fait en adéquation avec le style, on va dire, assez maniéré et maniériste du cinéaste, qui parodiait déjà Hitchcock, qui n'avait pas attendu très longtemps, dans, il faut le dire, l'un des meilleurs hommages qui soit à la scène de la douche. Pour ceux qui n'ont pas vu cette scène, je laisse les auditeurs la découvrir, elle est quand même très très savoureuse. Et puis c'est aussi une critique acerbe du monde du show business et en creux d'Hollywood, avec lequel déjà De Palma avait maille à partir après plusieurs films réalisés en indépendant, incarné évidemment ce show business maléfique par le personnage manipulateur de Swan. Et puis à l'image de son final, qui est une sorte de happening improvisé, le film s'inscrit tout à fait dans son époque, où il ne rencontra curieusement pas vraiment le succès, à l'exception, et oui, notable, de la France, où le film fut presque un triomphe. Alors oui, je me souviens plus quel cinéma le jouait, mais il l'a joué très très longtemps. Ensuite, on l'a vu dans des salles de quartier. Et moi, je me souviens d'avoir, puisque malheureusement pour moi, j'ai un âge. Alors, vous n'allez pas nous parler de votre âge, Antoine, à chaque émission. Oui, mais du coup, vous imaginez le choc quand vous avez tout juste 16 ans et que vous êtes infiltré pour voir ce film qui montre vraiment un cinéma qui est complètement différent et révolutionnaire. Enfin, moi, j'ai le souvenir, je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu à l'adolescence, mais pour moi, ça a été un choc absolument considérable, un tremblement de terre. Alors, il y a une anecdote assez savoureuse par rapport au film, c'est que dans le long métrage, la maison de disques de Paul Williams, donc du personnage de Paul Williams, était censée s'appeler Swan Song Enterprise. Mais peu de temps avant la sortie du film, de Phantom of the Paradise, peu avant la sortie, le manager de Led Zeppelin, Peter Grant, créa une société baptisée Swan Song Records. Il menaça alors de bloquer la sortie du film si le logo et le nom n'étaient pas modifiés. De Palma et son équipe durent alors enlever à l'image toutes les références visibles et explicites de Swan Song. Ce qu'on en apprend d'ailleurs dans cette copieuse édition, Carlotta a encore fait un très très beau travail éditorial, puisque parmi les nombreux suppléments qui accompagnent la sortie DVD Blu-ray donc de ce film, on peut y voir un documentaire sur le tournage et l'impact du film jusqu'à aujourd'hui, une interview de Brian De Palma qui revient sur la jeunesse du film, dans laquelle il raconte notamment comment la Fox a tout fait pour acheter le film qui avait été à l'époque produit en indépendant, et la manière avec laquelle il a collaboré avec Paul Williams qui donc a écrit à la demande de Palma toutes les chansons du film, et puis également une carte blanche à Rosanna Norton, la costumière, qui évoque la conception des costumes des personnages principaux, et puis également
également un livret de 160 pages, très très complet, avec une interview d'époque de Palma en 1974, ainsi que des textes sur l'histoire de Phantom of the Paradise, sur Paul Williams également, sans oublier évidemment la filmographie de Brian De Palma, un cinéaste évidemment culte, très très vénéré en France, il faut bien le dire, l'un de ses sans doute films les plus marquants. Pathé nous propose 2 films du patrimoine cinématographique français en édition restaurée DVD Blu-ray disponible depuis le 29 mars. Les Portes de la Nuit de Marcel Carnet, dont le scénario et les dialogues sont signés Jacques Prévert, et Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau, d'après la pièce de Arthur Miller. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 classiques, dont l'un est a été vu assez souvent, et l'autre qui a été plus difficile à voir, c'est Les Sorcières de Salem. Bon, alors le procès des Sorcières de Salem, c'est un épisode fameux de l'histoire américaine qui a entraîné la condamnation et l'exécution de personnes accusées de sorcellerie en 1692 dans le Massachusetts. Cet épisode va donner lieu à une pièce d'Arthur Miller, le célèbre dramaturge, mari de Marilyn Monroe, et cette pièce, qui ne montre pas l'Amérique des pionniers sous un jour très favorable, est en fait une allégorie de la chasse aux communistes qui sévissait en Amérique dans l'après-guerre. Alors autant à cette époque, donc dans l'après-guerre, il ne fait pas bon être communiste aux États-Unis, autant en France, ce sont les compagnons de route du Parti communiste qui dominent la vie intellectuelle, et ce sont eux qui vont entreprendre l'adaptation cinématographique des Sorcières de Salem, qui va d'ailleurs être tournée dans les studios de Babelsberg, qui sont les grands studios historiques de Berlin, et qui se trouvent à ce moment-là dans la partie est de Berlin, donc sous domination soviétique. Donc tous les compagnons de route sont là, Jean-Paul Sartre au scénario, Raymond Rouleau à la réalisation, et le couple Montand-Signoret en vedette. C'est d'ailleurs la présence de Montand qui va être à l'origine de l'impossibilité de voir le film pendant des décennies, Arthur Miller ayant bloqué les droits pour se venger d'Yves Montand, qui avait eu une aventure avec Marilyn pendant le tournage du Milliardaire aux États-Unis. Alors parlons un peu du film. Le film, eh bien le film, il pâtit quand même de la mise en scène un peu lourdingue de Raymond Rouleau, qui était un grand du théâtre, mais pas du cinéma, et puis d'un Yves Montand qui n'est pas non plus au mieux. En revanche, il y en a une, c'est Simone Signoret, qui confirme vraiment son statut de très très grande actrice, je dirais même, à mon avis, de plus grande actrice française des années 50, et dans ce film, elle est absolument extraordinaire, et d'ailleurs, les Anglais vont lui décerner le BAFTA de la meilleure actrice pour ce film, au nez et à la barbe de Marilyn Monroe, qui avait pourtant pris la peine d'aller tourner en Angleterre le Prince et la danseuse. Donc vous voyez que cette histoire est quand même assez intéressante, et d'ailleurs c'est suite à cette célébration en Angleterre que Simone Signoret va devenir une star en Angleterre et tournera des films qui auront un grand succès dans ce pays. Alors, Les Portes de la Nuit maintenant, donc Les Portes de la Nuit, c'est un film... Donc réalisé par Marcel Carnet en 1946. Voilà, réalisé par Carnet. C'est un film qui aurait dû à l'origine être tourné avec Gabin et Dietrich. Bon, finalement, c'est... Yves Montand et Nathalie Nattier, c'est pas mal aussi, mais c'est... On y a peut-être un peu perdu au change. On y a quand même peut-être un tout petit peu perdu au change, mais enfin, Les Portes de la Nuit, ça reste quand même un film extraordinaire à cause de tous les ingrédients. C'est un des grands films de Paris, c'est un des grands films de cette période un peu sombre du Paris de l'après-guerre, où il y a on a encore le souvenir de la collaboration des années un peu noires, et puis il y a des ingrédients qui en ont fait un classique absolument incontournable. La musique de Cosma, le décor de Troner avec la station Barbès-Rochechouart reconstituée en studio, les dialogues de Prévert, et puis les seconds rôles flamboyants du cinéma français, Carrette, Saturnin Fabre, Jean Vilar, et donc tout ça fait, alors là pour le coup, des Portes de la Nuit, un film absolument incontournable et mythique. Vous connaissez cet air-là? Non. Moi non plus. Et pourtant, pour les chansons, j'en connais un rayon. Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où et quand?
Enfin, terminons cette séquence DVD Blu-ray avec Hit de Michael Mann, réédité en 4K, et oui, chez Fox, sous la supervision du chef opérateur Dante Spinotti et de Michael Mann lui-même. Alors dans cette édition ultime, définitive Blu-ray DVD, on y trouve les bonus déjà présents dans les précédentes éditions, plus un panel de questions-réponses de Michael Mann à l'occasion du Festival de Toronto en 2015, et une masterclass de toute l'équipe du film, animée, excusez du peu, par Christopher Nolan, une masterclass organisée par l'Académie des Oscars. Alors on est en 1995 et pour la première fois, Michael Mann réunissait deux monstres sacrés, Al Pacino et Robert De Niro, qui certes avaient partagé l'affiche du Parrain 2 mais n'avaient tourné aucune scène ensemble. Alors si Hit a été plutôt bien accueilli à sa sortie, il est depuis devenu un classique, une référence que beaucoup ont depuis tenté d'imiter et souvent en vain. On a bien sûr en mémoire cette incroyable séquence de fusillade dans les rues de Los Angeles, ces images nocturnes fascinantes de la Cité des Anges que Mann filme magnifiquement. Rappelons que le tournage fut dantesque, 107 jours de tournage, 95 lieux différents. Mais il y a surtout, bien sûr, ce face-à-face, celui du flic Pacino et du gangster De Niro, tous deux assis à une table d'un café. Certaines mauvaises langues ont insinué que les acteurs avaient tourné séparément la séquence, car en effet on ne les voit jamais dans le même cadre. Une légende fausse bien sûr, Michael Mann a préféré la sobriété, se concentrant sur les deux visages de ses acteurs, une scène tournée en 11 prises à 2 caméras, tard la nuit et sans interruption. Deux personnages que tout semble opposer, deux acteurs que l'on a tant de fois comparés, ici, au sommet de leur art. You know, we're sitting here, you and I like a couple of regular fellas. You do what you do, I do what I gotta do. And now that we've been face to face, if I'm there and I gotta put you away, I won't like it. But I'll tell you, if it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, brother, you are going down. There's a flip side to that coin. What if you do got me boxed in, and I gotta put you down? Because no matter what, you will not get in my way. We've been face to face, yeah. But I will not hesitate. Not for a second. Maybe that's the way it'll be. Or, who knows? Well, maybe we'll never see each other again. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur séanceradio.com, SoundCloud et iTunes. Mon cher Antoine, on se retrouve le 1er mai. Et oui, avec plaisir. Fait du Muguet, le prochain flashback, ce sera le 1er mai, donc à très bientôt sur Séance Radio. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de